constructivisme versus positivisme en sciences. Donc, ça va être l'objet de la capsule d'aujourd'hui. En fait, j'ai choisi d'aborder ce sujet parce que c'est deux visions du monde sur le plan scientifique qui sont fondamentales. Donc, c'est intéressant de les aborder parce que notre façon d'appréhender la réalité pour beaucoup de personnes est en relation avec l'une de ces deux visions. Et ça touche le secteur scientifique, mais ça touche aussi le secteur philosophique, le domaine aussi de différentes approches spirituelles, voire religieuses, mystiques, et ainsi de suite. Donc, la vision positiviste ou constructiviste, c'est dans le fond sur le plan de l'épistémologie. Un des deux va être souvent le fondement des différentes approches. Et moi, ce que je dis, c'est que ça peut être le bien au moins une fois dans sa vie de s'arrêter par rapport à ces deux visions. Et je vais les définir dans un premier temps et je vais vous parler de comment je me positionne par rapport à chacune d'entre elles. Et je vais vous inviter à regarder, vous, comment vous vous situez là, par rapport à ces deux tendances là, sur le plan scientifique. Donc, le constructivisme, c'est une perspective par rapport à laquelle la réalité est construite par la conscience. Et le monde n'existe pas en soi, par lui-même, mais le monde existe plutôt par soi. Donc, sans personne pour constituer le monde, sans conscience pour se donner à percevoir le monde n'existe pas. Donc, le monde ici est le produit de la conscience qui le constitue. Tandis que dans le positivisme, qui en passant n'a aucun rapport avec la pensée positive là, qui est véhiculée dans le nouvel âge, c'est une perspective à partir de laquelle le monde existe en soi. Donc, sans qu'il y ait de gens pour percevoir le monde existe pareil. Donc, c'est deux visions très différentes. Parce que d'une perspective constructivisme, les concepts, dans le fond, les éléments qu'on perçoit du monde sont tous colorés de subjectivité. Parce que ça vient tout de conscience subjective qui se donne à percevoir des choses. Tandis que dans le positivisme, des choses peuvent exister en soi, donc il y a une objectivité qui peut exister. Donc, d'un côté, on est dans la subjectivité mur à mur, et puis, dans l'autre, l'objectivité. Donc, dans le positivisme, il peut y avoir des constats objectifs qui peuvent être faits en s'appuyant, qu'on va dire, sur des éléments liés à l'environnement. Tandis que dans le constructivisme, il n'y a pas de constat objectif qui peut être fait. Il peut y avoir des consensus intersubjectifs entre des individus qui peuvent être faits, soit des ententes, explicite, implicite, sur ce qu'est la réalité dans l'optique d'amener un fonctionnement en société. L'un des consensus intersubjectifs qui existe au niveau constructiviste, c'est celui qu'on donne à la valeur de l'argent. Donc, les consciences de différents individus s'entendent à l'échelle internationale pour donner une certaine valeur à l'argent. Mais d'une perspective constructiviste, en tant que tel, l'argent, surtout l'argent électronique, c'est des chiffres. C'est seulement une valeur parce qu'on subjectivement, on lui donne une valeur. Donc, ça n'existe pas comme ça sans la conscience. Dans le sens qu'un bout de papier aussi, auquel on va donner une valeur 20 $, 30 $, 100 $, on donne de l'importance à ces éléments-là parce qu'il y a des gens qui s'entendent pour dire que ça vaut telle valeur, tel bout de papier. Mais d'une perspective constructiviste en tant que telle, tout ça, c'est des représentations dans la conscience. Donc, on va se représenter des valeurs par rapport à de l'argent, des valeurs par rapport au morceau de papier. On va se représenter aussi l'existence du morceau de papier. Puis, grâce à un consensus intersubjectif, on va donner cet élément, la définition de morceau de papier.
Donc, tandis que dans la perspective positiviste de la science, bon, ben, on part du principe qu'il y a des phénomènes qui existent en soi et que l'activité de la conscience, dans le fond, qu'elle soit là ou qu'elle soit pas là, il existerait pareil. Et c'est sûr que dans les deux visions, je suis un petit peu plus proche de la perspective constructiviste, dans le sens que le fait que j'appréhende la réalité, dans le fond, comme plein de personnes, fait en sorte qu'on donne une réalité à certains éléments. Donc, c'est sûr que j'écoutais récemment un enregistrement audio c'était par rapport à l'auteur du livre de Sapiens. Et lui, dans le fond, c'est un auteur, Noah Harari, présentement, qui a une certaine popularité internationale. Et je trouvais qu'il rejoignait là, une vision du monde constructiviste à l'effet que par rapport à ses livres, que ce soit Sapiens, Homo Deus, bon ben lui, il a comme pour perspective que l'être humain de l'ère actuelle, Sapiens, eh bien, lui, sa particularité, c'est à travers des consensus faisant appel à l'imagination qui a généré des collaborations qui ont permis le développement de l'humanité. Donc, à partir de construction de la réalité. Donc, il y a des consensus puis des liens qui se sont faits en lien avec des croyances religieuses par rapport à des dieux. Là, c'est sûr qu'il y a des divisions. Il y a des gens qui croient certaines choses par rapport à certains dieux, d'autres non, puis il y a des rivalités. Mais il y a des consensus des fois un peu plus grands, comme la valeur de l'argent à l'échelle de la Terre. Et c'est à partir de ces croyances-là qui font appel à l'imagination que des solidarités, des ententes entre des gens, des collaborations peuvent se construire. Donc, ça donne ça comme consensus. Et c'est sûr que ça a beaucoup d'impact, là, la façon que les gens construisent la réalité. Même chose par rapport à une crise qui se déroule. Et c'est sûr que par rapport à ça, dans le fond, d'une perspective constructiviste, parce que j'écoutais quelqu'un qui commentait son œuvre, bon, ben, il était question que, par exemple, les droits de l'homme, ça n'existe pas en soi, mais c'est quelque chose qui existe en fonction d'une construction intersubjective de gens de différents pays qui vont donner de l'importance à certains droits par rapport à l'être humain, comme par exemple le droit d'avoir accès, dans le fond, à des soins médicaux, à avoir accès à de la nourriture, l'éducation, etc. Mais ce que, dans le fond, il était question, c'est que dans la nature, on voit pas ça, c'est des constructions, c'est des pensées, les droits de l'homme. Donc, tu sais, un oiseau, il est pas préoccupé par les droits de l'homme, il n'a pas la capacité de les appréhender. Mais la conscience humaine les fait exister, puis donne de l'importance à ça. Puis on peut dire, on s'appuie sur le besoin que les droits de l'homme doivent être respectés, et ainsi de suite, donc en fonction de ce type de représentation-là. Mais pourquoi que je vous parle du constructivisme et du positivisme en sciences? Parce que c'est ce qui va fonder la façon que la personne interprète la réalité. Et si on aborde ces sujets-là en relation avec, entre autres, l'instruction supramentale qu'a véhiculée Bernard de Montréal, que j'ai étudié pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, eh bien, lui, il s'inscrit dans une perspective qui est positiviste de la réalité, dans le sens qu'il existe le réel, donc le monde existe en soi. Et à partir de cette perspective, il va dire qu'il y a des gens qui sont en contact avec le réel et d'autres non. Et qu'il y a une réalité qui existe d'une manière objective. Et à ce moment-là, ça donne place à une perspective que, bon, il y a une réalité, puis il y a des gens qui sont dans l'inconscience de cette réalité-là, dans le mensonge, dans la désinformation, puis il y en a d'autres qui sont en contact avec le réel. Comme si la réalité est un élément auquel on peut se connecter, se brancher,
qu'on peut percevoir à l'extérieur de nous, puis on s'appuie sur cette perception-là pour appréhender le monde. Bon, Bernard de Montréal, il faisait référence sur le plan vibratoire, ce qui est quand même assez particulier, mais il partait du concept qu'il y a une objectivité mentale qui peut être atteinte, donc une objectivité dans la capacité de percevoir la réalité pour ce qu'elle est. Tandis qu'il existe aussi le philosophe jovialiste André Moreau, qui, lui, va rejoindre la perspective constructivisme dans le sens que pour lui, la réalité est composée de représentations, qui va dans le sens du concept de représentation qui a été développé par le philosophe Arthur Schopenhauer, qui avait d'ailleurs écrit une œuvre là, à l'effet que se rapportant au monde comme volonté et représentation. Donc, lui part du principe qu'on est entouré de représentations. Et à ce moment-là, on est entouré d'idées, de représentations, de concepts. Donc, c'est une vision très différente. Au fil des mois, je me suis intéressé à étudier les deux visions du monde. Ces deux visions qui ne sont pas réconciliables dans le sens que sur leur plan de leur fondement épistémiologique, donc leur concept de base. Et c'est sûr que par rapport à ces deux visions de la réalité, où il y en a une de la réalité existe en soi, puis l'autre est construite par l'individu. Bon, ben moi, je veux un petit peu dans un mélange des deux, mais je suis plus proche d'un constructivisme. Dans le sens que la façon que je vais appréhender les événements de ma vie, ben, participe à construire si c'est des événements agréables ou pas. Dans le sens que il y a un adage qui dit « tout est reçu selon la forme du récipient ». Donc, autrement dit, on apprend une nouvelle. Bon, ben, on apprend, par exemple, il fait très froid, et on apprend, par exemple, que, je sais pas, moi, on va apprendre qu'on ne pourra pas voir une personne. Bon, ben, tout dépendant de la subjectivité, vu que la personne ne peut pas se déplacer à cause qu'il fait très froid, bon, ben, la manière que la personne construit l'événement, il y en a une personne qui va se réjouir, à se dire, ah, ben, je vais pouvoir passer une journée tranquille, je vais avoir la paix, je me ferai pas emmerder par l'autre personne. Puis au contraire, l'autre personne qui désirait ardemment voir la personne vit de la déception. Donc, c'est la réaction de la conscience à la nature de l'événement qui fait en sorte que si l'événement est agréable ou pas, d'où la subjectivité dans l'interprétation de l'événement. Et à ce moment-là, la façon d'appréhender les choses a beaucoup d'impact. Et au fil du temps, ben moi j'ai l'impression que le pouvoir de constitution de la réalité, de par la conscience qui appréhende la réalité, a beaucoup d'impact sur les états d'être. Dans le sens qu'on apprend une nouvelle dans les bulletins de nouvelles, il y en a qui vont se réjouir, puis il y en a d'autres qui vont se mettre à se sentir déprimés. Donc, si, par exemple, quelqu'un apprend qu'une équipe de hockey a gagné une partie, puis est partisane de l'équipe, elle va se réjouir, tandis que l'autre, qui, au contraire, était partisane de l'équipe opposée, avec laquelle elle a réalisé un match, elle va se sentir déprimée. Pourquoi? Ben, c'est la question de la perception subjective. Et d'une perspective constructivisme pure, l'objectivité ne peut pas exister. Et dans cette perspective-là, il y a des gens qui peuvent vouloir se donner une impression d'objectivité, mais dans un sens absolu, il y a toujours des variables subjectives qui vont faire interférence par rapport à des éléments qu'on va avoir l'impression qu'ils sont objectifs. Ça va très loin. Donc, c'est sûr que par rapport à ça, ben, il y a des différentes approches. Si on pense du constructivisme, ça se met facilement en relation avec la physique quantique. L'un des postulats de la physique quantique, c'est que le simple fait d'observer un phénomène scientifique va avoir un impact dessus. Donc, quelqu'un, par exemple, qui observe des particules peut affecter leur comportement. Et là, ça nous amène au constat que la conscience construit le résultat de l'expérience. Alors que dans une perspective positiviste, cette chose-là n'est pas possible. Il n'y a pas de construction de l'expérience qui se fait. L'expérience est vécue indépendamment de l'activité de la conscience.
Alors que moi, j'ai plutôt tendance à aller dans le sens de la vision du monde, constructivisme et également relié à la physique quantique. Dans la physique quantique, on va dire qu'il existe un champ quantique qui englobe la réalité, un peu comme une vision sur le plan philosophique moniste à l'effet qu'il y existe une seule chose dans le monde. Et moi, j'ai tendance à aller dans ce sens-là parce que pour moi, toutes les choses sont interreliées dans le sens qu'ils sont constituées par la conscience. Donc, dans le moment présent, on peut constituer notre passé. Donc, notre passé n'existe pas en soi, il existe par nous dans le sens que le simple fait de se rappeler des événements qui ont eu cours dans le passé les fait exister. Donc, le passé, c'est une construction intellectuelle. Tandis que dans une perspective positiviste, on va dire, le passé existe en soi. Donc, sinon, c'est sûr que par rapport à l'effet, par exemple, d'influence à distance de la conscience, donc, si je pars du principe qu'il y a une seule chose qui existe dans la réalité puis que je ne suis pas séparé de rien en rejoignant la vision moniste d'André Moreau, donc du philosophe jovialiste ici au Québec, à ce moment-là, le simple fait d'observer un phénomène dans le monde comme une épidémie, ensuite d'observer des gens jouer au hockey peut avoir un impact sur la nature de ces différents phénomènes, au même titre que le simple fait que ma conscience va, par exemple, observer certains individus peut avoir un impact sur eux. Quelqu'un qui pense à une autre personne peut avoir un impact aussi sur la personne. Donc, des phénomènes qu'on va appeler comme étant paranormaux ou mystérieux, si on parle de télépathie, télékinésie ou autre, peuvent être en relation avec une capacité de la conscience sur objet des éléments qui constituent ce qu'on a l'impression, ce qu'on perçoit comme étant la réalité, mais qu'on constitue. Donc ça donne des explications par rapport à certaines choses au niveau paranormal, puis en même temps, le pouvoir constitutif de la conscience, on peut le mettre en relation avec ce qu'on va appeler l'effet placebo ou nocebo. Donc, l'effet placebo, où la conscience constitue la réalité, à l'effet que, par exemple, il va prendre une substance, puis ça ne comporte pas d'agent actif, mais l'état de la personne s'améliore. Ça fait voir la grandeur de la subjectivité. Autrement dit, si la personne prend, par exemple, une pilule pour dormir et que la personne donne de l'importance à la couleur bleue et que la pilule pour dormir, bien entendu, elle est bleue, parce que bleu lui inspire du calme, si la personne prend ça avant de se coucher, puis elle croit que la pilule va l'aider à dormir. Et en lien avec cette croyance-là, ça a un effet placebo parce qu'il n'y a pas d'agent actif dedans. Ça peut être tout simplement du sucre à l'intérieur, mais que la personne a un meilleur sommeil que lorsqu'elle ne prenait pas la pilule. Lui donne une idée de comment la conscience subjective construit la réalité. Ou au contraire, j'avais déjà lu dans un livre qu'il y avait une personne qui pensait faire une overdose de médicaments, mais c'était pas des agents actifs, puis à cause de l'effet nocebo, la personne s'est ramassée à l'hôpital avec des problèmes de santé physique, un peu comme quelqu'un qui ferait une overdose. Donc ça nous donne une mesure du pouvoir constitutif de la conscience. Et en prenant conscience de ça, naturellement, c'est de voir que ça nous donne une certaine marge de manœuvre pour appréhender la réalité, la constituer et agir dessus à un certain niveau. Donc, et sinon, c'est sûr que le pouvoir constitutif de la réalité de la conscience, on le voit, à mon avis, à travers des parcours de vie d'individus. Et par rapport aux croyances qu'ils nourrissent, qui donnent de l'importance, et à mon avis, la longévité est en relation avec une façon de constituer la réalité dans laquelle la personne se représente la réalité de façon à ce qu'elle porte sens pour elle, qu'elle lui permet d'être heureux. Donc, c'est sûr que dans la perspective constructiviste, le monde n'a pas de sens en soi, mais c'est à l'individu de le donner, de le constituer, de se donner à être, comme dirait André Moreau. Tandis que dans le positivisme, au contraire, le monde existe en soi, il y a déjà des sens prédéterminés,
Donc, à ce moment-là, il y a déjà des systèmes qui sont mis en place indépendamment de l'individu. C'est sûr que dans le constructivisme, il peut y avoir aussi des systèmes indépendamment de l'individu, mais cette indépendance n'est pas absolue parce que lorsque la personne perçoit un système, eh bien, elle constitue dans le champ de la conscience, c'est-à-dire qu'elle colore de sa subjectivité, c'est-à-dire qu'elle le donne vie. Et dans le constructivisme, la réalité est issue de consensus intersubjectif. Et la vérité n'existe pas en soi. Le bien et le mal n'existent pas en soi. Tandis que dans une vision positivisme, le bien et le mal existent en soi. Et si on le traduit dans le domaine de l'instruction supramentale, on va dire que le bien, c'est ce qui est éthérique et le mal, c'est ce qui est astral. Et ça, c'est deux constructions de la réalité. Et c'est sûr que comme c'est des éléments qui sont abstraits, le danger, c'est de créer des abstractions comme point de référence et lieu de moralisation, dans le sens que quelqu'un va dire « boire de l'alcool, c'est astral, donc c'est tout le temps mauvais. » Et par exemple, quelqu'un qui exerce sa volonté, on va dire « c'est une activité qui relie l'individu au plan de l'esprit, au monde éthérique, donc c'est quelque chose qui est souhaitable. » Bien entendu, c'est une récupération qui peut être faite, mais ce qui se complexifie avec la conscience supramentale, c'est la fameuse perception vibratoire. Et là, ça devient particulier parce que on va dire, quelqu'un perçoit objectivement une vibration qui oriente l'individu dans une direction plutôt que dans une autre pour agir. Et on va dire qu'il y a un constat qui peut être fait en relation avec ça parce que d'autres personnes peuvent concevoir le même élément, donc peuvent l'appréhender, mais en autant qu'ils aient une conscience également vibratoire. Mais là, ce qu'il faut voir derrière ça, c'est que la conscience vibratoire qu'on dit objective pour appréhender la réalité, on va essayer avec cette compréhension-là d'en venir à certains constats, mais les constats sont toujours en relation avec des constructions intersubjectives, de la façon que je les vois. Et tout ça peut être délicat parce qu'à un moment donné, de se présenter à une rencontre, ça peut être intelligent. À un moment donné, ça ne l'est pas. Puis l'individu doit savoir par lui-même. Puis s'il sait par lui-même, c'est parce que ça fait appel à sa subjectivité. Donc, sa conscience propre. Et c'est là que ça devient particulier. Parce que le constructivisme fait appel à la subjectivité aussi. Donc, est-ce qu'on peut dire à ce moment-là que la conscience supramentale qui procède de concepts à l'effet qu'il existe, par exemple, le plan éthérique, qui est une réalité objective, dans le fond, l'est tant que ça peut être sujet à discussion. Parce que d'un conférencier à l'autre, ce qu'on peut observer, c'est des divergences pour appréhender la même réalité, dans le sens que, par exemple, Bernard de Montréal va appréhender certains concepts, Daniel Kemp aussi, d'autres conférenciers en lien avec la conscience supramentale vont donner des sens différents à certains mots, d'où la possibilité de construction subjective. Il y a des gens qui vont parler du double, il y a des gens qui vont parler de l'esprit, il y en a qui vont parler de l'esprit universel, il y en a qui vont parler de l'ajusteur de pensée, et la signification qui est donnée à ces différentes variables-là peut varier d'un individu à l'autre, d'où le fait que la conscience constitue ces concepts-là. Donc, mais en même temps, on va dire que dans la conscience supramentale, il y a une réalité objective qui existe. Il y a le plan éthérique, il y a le plan astral et il y a le plan physique comme postulat de base à partir duquel procéder. Donc, tout ça est extrêmement délicat, mais c'est sûr qu'au fil du temps, j'ai vu beaucoup de conscience subjective en relation que des concepts supramentaux et à un moment donné, ça devient difficile de communiquer avec des gens parce que des gens vont donner un sens particulier au mot ajusteur de pensée, à esprit. Il y en a qui vont voir ces termes-là comme étant des synonymes. Il y en a d'autres qui vont dire non, c'est des entités différentes. Et là, c'est là que la constitution de la réalité par la subjectivité entre en jeu. Et c'est là aussi que ça devient intéressant de s'observer et de regarder c'est où qu'on construit des formes, puis c'est où qu'on les déconstruit.
Mais de déconstruire des formes, implicitement, ça construit d'autres formes parce que ça invalide certaines formes pour les remplacer par d'autres. Donc, dans l'instruction supramentale, il y a eu des formes religieuses qui ont été déconstruites, qui ont été modifiées, qui ont été altérées, mais ça a donné place à l'émergence avec des significations différentes à certains mots, comme celui esprit, ensuite âme. Donc, on donne des sens différents de celui de la religion chrétienne, catholique, qui était présente ici au Québec, amène d'autres constructions qui en remplacent des anciennes. Mais par rapport à ces constructions-là, est-ce qu'on peut dire que c'est des constructions objectives pour appréhender la réalité ou simplement des formes transitoires? Et c'est sûr que là, on entre dans des considérations particulières parce que si le monde existe en soi, ben à ce moment-là, il devrait y avoir des constats universels qui ne sont pas des formes transitoires, qui sont valides d'une certaine période de temps. Donc, à ce moment-là, ben, c'est de voir qu'à quelque part, on peut dire que le monde existe en soi, mais c'est parce que c'est la personne qui a de la difficulté à l'appréhender, est limitée dans son entendement, mais si sa conscience s'élargit avec le temps, elle va pouvoir mieux appréhender ces réalités-là, d'où le fait que des formes transitoires qui existent, on passe d'une forme à l'autre. Ça peut être une explication possible. Et on va dire que la réalité en tant que telle n'a pas changé. C'est simplement l'individu dans son rapport à la réalité qu'elle le perçoit mieux. Mais là, à ce moment-là, ce que ça nous indique, c'est qu'il y a de la subjectivité et que l'objectivité absolue n'existe pas. Et c'est sûr qu'en vous communiquant ce type d'informations-là, là, ce que je fais avec vous, c'est que j'évalue des choses à voix haute. Ben, c'est sûr que je suis obligé d'en venir au constat que l'objectivité absolue peuvent être véhiculés par rapport à certains scientifiques ou dans l'instruction supramentale par rapport à certains phénomènes, pour moi, ça n'existe pas. Donc, c'est ça que je voulais mentionner. Par contre, je nie pas l'utilité, par exemple, de la conscience supramentale qui, lorsqu'elle est vécue par l'individu, l'amène à vivre des états de transe où ça lui donne une façon particulière d'appréhender la réalité en fonction de perception. Bon, ben c'est sûr que la richesse qui est véhiculée par une façon qu'on va dire vibratoire ou intuitive d'appréhender la réalité peut avoir une fonction dans la vie de l'individu, ça peut lui servir, ça peut lui être utile. Au même titre que le constructivisme peut être utile. Autrement dit, si l'effet de la conscience si, comme André Moreau le parle, on n'est pas séparés de rien, bon, ben, on peut penser à quelqu'un, puis peut-être que la personne va penser à nous simultanément, puis nous écrire un courriel ou nous téléphoner. Il peut y avoir différents phénomènes liés à ces liaisons psychiques-là. Ce qui fait que de par ma conscience, je suis séparé de personne. Bon, ben, si je suis séparé de personne, puis les autres ne sont pas séparés de moi, ben, on parle d'interférences possibles psychiques à distance. Et c'est voir comment tirer profit de ça, dans le sens que améliorer son sort, et aussi voir comment que la conscience a un pouvoir aussi de construire son bonheur ou son malheur, je dirais, dans le sens que quelqu'un apprend une nouvelle, puis la personne, à cause de l'information, ça l'empêche de dormir pendant la nuit, elle vit du stress, elle vit des crises d'anxiété. Donc l'idée de la nouvelle, le concept qu'elle perçoit, qu'elle constitue par sa conscience comme étant quelque chose de néfaste pour elle, l'amène à vivre un malaise profond. Donc, l'idée a beaucoup de pouvoir. Quelqu'un, par exemple, qui est aux études et qui va faire un examen demain et qui est stressé parce qu'il a peur de ne pas réussir l'examen, bon, ben, il peut passer une nuit blanche à ne pas dormir, à réviser des notes scolaires. Or, l'idée que la peur de l'échec qui est présente l'amène à vivre ça, ça fait voir comment que ça a de l'impact. Et en même temps, ben, l'idée aussi que la personne va bien dormir, qu'elle est calme, bon, ben, ça peut favoriser son sommeil ou ça peut favoriser sa santé physique. Et ce qui est intéressant, c'est de voir l'impact de la conscience sur des processus physiologiques. Comme par exemple, si, par exemple, quelqu'un construit la réalité comme étant quelque chose de stressant, bon, ben, ça peut amener en grande quantité la sécrétion de l'hormone du cortisol qui est associée au stress dans l'organisme. Donc, autrement dit, la pensée que c'est stressant, par exemple, de faire un examen peut amener la sécrétion massive d'hormones du stress dans l'organisme, qui est la manifestation au niveau physique associée à ça.
Mais la pensée en termes d'effet nocebo ou placebo, ça peut être à d'autres niveaux aussi. Je vais déjà regarder là, par rapport à des recherches scientifiques où il était question qu'il y avait des gens qui se faisaient faire une incision, mais c'était pas pour une opération. Mais tout le rituel de l'opération était mis en place, où la personne allait à l'hôpital, etc. Mais il n'y avait rien qui était changé. Mais la personne, suite à cette opération-là, dit « Ah oui, j'ai moins, par exemple, c'est une opération, il me semble que c'était au genou. Ah oui, j'ai moins de douleur au genou. Pourquoi? Ben parce que la personne, à cause qu'il y avait, par exemple, la marque d'une incision au genou, avait la croyance que le genou allait mieux. Donc, l'appréciation subjective en fonction de la croyance de quelque chose peut avoir un impact. Et ça a beaucoup d'impact par rapport à la santé. Et pourquoi vous parlez de constitution de la réalité? Ben, ce que j'ai observé au fil du temps, c'est qu'à quelque part, les gens qui vivent longtemps, je pense entre autres, dans le fond, j'ai une grand-mère là, qui est âgée de 98 ans. Bon, ben, ce qui lui donne un sens dans sa vie, c'est de prier 4 fois par jour pour les membres de la famille. Et donc, c'est sûr que quelqu'un qui prie Dieu, puis qui croit que Dieu est bon, qui veille sur lui, que Dieu est amour, ça peut, cette constitution-là, l'amener, dans le fond, à être bien dans sa peau, puis de véhiculer des états d'être agréables qui sont propices à sa santé lorsque la personne fait son rituel qui constitue à travers l'activité de la prière. Sinon, j'ai une tante, elle est en résidence de personnes âgées ici au Québec, en CHSLD, et puis elle, dans le fond, ce qu'elle m'expliquait, c'est que si, dans le fond, elle a envie d'aller aux toilettes, elle a envie d'être déféquée, bon, ben, elle peut sonner sur une cloche, mais ça se peut que la personne, dans le fond, se présente pas rapidement, puis elle soit obligée de déféquer dans ses culottes si le préposé au bénéficiaire n'arrive pas. Donc, il faut qu'elle se retienne en attendant qu'il arrive, mais si elle arrive pas, ben, elle est obligée de déféquer dans ses culottes. C'est vraiment pas drôle quand je regarde ça. Quand je regarde ça extérieurement, je trouve ça extrêmement lourd comme condition de vie. Elle est à la merci des préposés et aux bénéficiaires, mais elle est toujours vivante au fil des ans. Et ça fait plusieurs années qu'elle est en résidence de personnes âgées et elle a une grande foi par rapport à Dieu. Donc, puis elle prie Dieu, puis quand elle était jeune, elle voulait être religieuse. Et quand elle était jeune, pour être religieuse, bon, ben, c'est sûr qu'elle avait certains problèmes de santé qui ont fait en sorte qu'elle n'a pas pu l'être. Par contre, le point, c'est qu'elle me fait penser un petit peu à quelqu'un qui aurait vécu comme une moine, en isolement, dans la solitude, pour avoir du temps à être consacré à la prière, à la contemplation. Or, présentement, et dans une chambre, dans une résidence de personnes âgées, où elle a le temps de faire la méditation, de la contemplation, puis prier Dieu. Donc, autrement dit, le désir qu'elle avait quand elle était jeune, de se consacrer à Dieu, d'une certaine façon, à travers son vécu en résidence de la personne âgée, ben, elle connaît ça. Et c'est sûr que moi, j'ai l'impression, ce qui la garde en vie, c'est la croyance en Dieu. C'est sûr que dans la religion catholique dans laquelle elle a baigné, un peu comme ma grand-mère, bon, ben, quelqu'un qui se suicide, c'est mal vu. Donc, la personne, à ce moment-là, c'est vu comme étant un péché. Donc, une construction de la réalité auquel elle donne de l'importance. C'est sûr qu'en croyant que Dieu est là pour elle, qui est amour, ça lui donne, à mon avis, une certaine forme de support psychologique qui l'aide à composer avec la réalité. Donc, c'est sûr qu'on pourrait... la question du positivisme et du constructivisme, on pourrait en discuter par rapport au concept de Dieu. Donc, d'une perspective positiviste, on pourrait dire Dieu existe en soi. Donc, quelqu'un qui a cette croyance-là que ça existe en soi, et quelqu'un qui est constructiviste, au contraire, va dire Dieu existe par soi. Ce qui est très différent. Et ça me fait penser ici au titre d'un des livres du philosophe jovialiste André Moreau. C'est le 3e livre qu'il avait écrit par rapport à l'être, qui s'intitule « Dieu existe parce que je suis ». Donc, autrement dit, le fait qu'il existe en tant que conscience va lui permettre de constituer l'idée de Dieu et lui donner une existence. Donc, autrement dit, Dieu n'existe pas en soi, mais par soi.
Donc, Dieu en tant que réalité transcendantale, en tant que grand hôte ici, n'existe pas. Tandis que certains chrétiens vont le concevoir comme ça, ce qui est très différent. Mais le point, c'est que Dieu existe en soi ou qu'il existe par soi, dans tous les cas. Si la personne croit en Dieu, puis croit que Dieu est amour, puis à chaque fois elle pense que Dieu est amour, ça lui permet de vivre intérieurement un état d'amour, ou lorsqu'elle prie, bon, ben, cette croyance-là est extrêmement utile pour permettre à la personne de conserver le moral, puis passer à travers des preuves qui, pour d'autres, seraient difficilement vivables, là. Donc, quelqu'un qui vit depuis plusieurs années en résidence de personnes âgées, puis qui est à la merci des préposés aux bénéficiaires pour se faire ou non changer sa couche ou aller aux toilettes. Beaucoup de gens n'aimeraient pas ça, trouveraient ça extrêmement difficile. Puis au contraire, ben, il peut exister des gens qui sont en santé, mais leur façon d'appréhender la réalité n'est pas nécessairement propice à avoir un bon moral. Et et c'est sûr qu'il y en a qui peuvent sombrer dans des états de dépression et ainsi de suite. Donc, moi, le vécu de la personne a beaucoup d'impact, puis la façon de se représenter puis d'appréhender la réalité, dans le sens que j'observe des gens de mon environnement. Je pense entre autres à l'auteur et conférencier Marc Delassalle que j'avais interviewé pendant plusieurs années pour parler de conscience supramentale. Puis lui, il avait une vision que, il existe le réel, puis il y a certaines choses qui sont plus ajustées vibratoirement que d'autres, donc une bonne ou une mauvaise réponse. Implicitement, c'est ce que ça sous-entend. Et puis, je parlais avec lui, puis des fois, ça me créait un certain stress parce que je disais quelque chose, il va dire « Ah, telle chose que tu dis n'est pas ajustée, telle autre chose est ajustée. » Lui, dans le fond, sa façon d'appréhender les choses, c'est que, à quelque part, la Terre, dans le fond, était remplie de monde inconscient, que, à quelque part, l'astral était en puissance ici, puis il y avait beaucoup d'inconscience, de désinformation, etc. Et par rapport à ces constats très lourds, ça donne quasiment pas le goût d'être sur la Terre. Et qu'à quelque part, le plan éthérique, qui est une autre réalité que connaissent certaines personnes, c'est là qu'est l'intelligence. Et puis ici, les gens sont susceptibles de vivre des attaques de l'astral régulièrement. Et à ce moment-là, il y a toutes sortes de chantage, manipulation. Et des fois, j'écoutais parler, puis c'est comme ça donne pas tellement le goût d'être sur la Terre, là, hein? Quand il va dire, par exemple, la vie, c'est de la merde. Je trouve ça un petit peu déprimant, comme assertion, là. Être vivant, c'est être dans la merde. Puis curieusement, cet individu-là, il est mort à l'âge de 56 ans. Et moi, quand je faisais des entretiens avec Marc, il m'amenait des prises de conscience sur certaines choses, mais je le sentais pas heureux. Je le sentais comme ayant des exigences très élevées, puis il vit une certaine forme d'insatisfaction par rapport à la réalité terrestre, comme s'il existait une autre réalité au-delà de ça, qui est celle éthérique, dans laquelle tout est fonctionnel, puis tout est conscience, puis ici on est comme dans une réalité extrêmement médiocre à comparer. Tandis que d'autres personnes, si je pense au philosophe jovialiste André Moreau, qui, au moment où je fais cet enregistrement, est âgé de 80 ans, lui, il est toujours vivant. Et c'est quelqu'un qui, dans le fond, est heureux, qui a la capacité de jouer avec les problèmes, capable de rire de la réalité, et dans le fond, qui cherche à avoir du plaisir de vie puis à s'amuser. C'est une façon d'appréhender la réalité qui est très différente. Et j'en viens à la conclusion que probablement que pour vivre longtemps puis être heureux, c'est de me donner le droit d'être heureux et de se donner des occasions de jouir de la vie plutôt que d'être dans l'évaluation puis la réflexion que la Terre ne respecte pas des normes minimales au niveau cosmique en termes de développement. C'est sûr, je discutais des fois avec Marc Delassalle, j'ai l'impression que la Terre était composée d'êtres sous-développés et qu'on allait se diriger vers un écroulement de civilisation, une fin de cycle, et qu'on était à quelque part à deux doigts là, proche de s'enliser là, dans une situation catastrophique au niveau international qui allait amener beaucoup de mortalité.
Tandis que dans le jovialiste, André Moreau, bon, ben, c'est d'être heureux pour rien, en dépit de qu'est-ce qui se passe. Peut-être que oui, il y aura des événements difficiles, des crises sociales, mais s'occuper d'être heureux. Et c'est sûr qu'il y a quelques jours, j'avais fait un enregistrement par rapport au bonheur, et puis il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas apprécié l'enregistrement. Il y a beaucoup de personnes qui ont porté un regard critique par rapport à ça. Et c'est correct, je vous demanderai jamais d'être d'accord avec moi. Par contre, ce que je veux vous dire, c'est que si je m'appuie sur la vision constructiviste auquel je faisais allusion tantôt, et que je construis la réalité comme étant quelque chose qui peut me permettre d'être heureux, puis que je me donne le droit d'être heureux, puis je me donne le droit de décider d'être heureux, je pense que ça m'amène à vivre d'une manière plus satisfaisante que de participer à une vision dans laquelle, bon, ben, la vie, c'est de la merde, on est dans la merde, puis c'est dans l'après-vie qu'on peut aspirer à une réalité où on va être bien. Donc, le danger, en lien, entre autres, avec l'instruction supramentale, c'est la fuite dans l'au-delà. Donc, dans une après-incarnation, les choses vont bien aller, ou dans un futur lointain, on va dire, il va falloir que les gens évoluent sur Terre, ça va prendre 2500 ans avant que la Terre soit un monde où elle va être composée d'êtres suffisamment évolués, pour que ce soit une civilisation qui soit viable, qui réside à la surface de ce globe. Mais là, à partir de ça, on s'éloigne du bonheur, là, parce qu'on s'entend, par rapport à l'espérance de vie, si quelqu'un se rend à 120 ans, il est très chanceux. Donc, c'est peu probable qu'on connaisse ça de notre vivant. Et c'est la raison pour laquelle que je prône l'idée d'être heureux sans délai. Quand? Sinon maintenant. Ou sinon ici. Et c'est des célèbres paroles qui ont été dites. Parce que ici, c'est partout, puis maintenant, c'est toujours. Donc, dans le sens que ici, le moment présent, ben, hier, c'était un moment présent, demain, ça l'est aussi. Donc, pourquoi pas faire jaillir le bonheur dans sa vie en se permettant d'être heureux, de faire des choses qui sont agréables, qui nous donnent du plaisir. C'est sûr que, dans le fond, par rapport à... Il y a des gens qui vont dire, ben là, si tu fais ça, tu nies la réalité de gens de l'environnement. En fait, je respecte ce que vivent les gens de l'environnement. Je respecte les gens qui souffrent de la crise actuelle en lien avec le virus. Donc, chacun a ses constructions de la réalité. Par contre... je veux pas donner le droit aux gens de l'environnement, au gouvernement, aux médias, de me dicter comment je me dois me sentir entre mes deux oreilles. Puis il y a des gens qui vont dire, ben là, si tu cherches le bonheur, c'est que tu crées une polarité. Parce que, à quelque part, tu es dans le malheur. Donc, tu es dans une pensée dualiste. Et en lien avec ça, je réponds que mon optique, c'était pas de chercher le bonheur, c'est de le manifester. En le décidant d'une manière totalement arbitraire, comme on construit certaines réalités d'une manière arbitraire, c'est en preuve scientifique. Donc, la construction de la réalité de manière arbitraire, on le voit entre autres dans la gestion de crise, au moment où est faite cette capsule. Donc, le gouvernement décide, on va mettre un couvre-feu, on va mettre un passeport, et on s'appuie pas sur des recherches scientifiques. Puis encore là, la dimension objective des recherches scientifiques peut être questionnable parce que chacune des recherches s'appuie toujours sur un cadre méthodologique en fonction de la subjectivité d'individus qui apprennent certains phénomènes. Donc, dans une perspective purement constructiviste, l'objectivité absolue, que ce soit en gestion politique ou en science, elle n'existe pas. Donc, c'est sûr que la perspective constructiviste m'amène à vouloir construire ma réalité de manière à ce que chaque jour, ça soit quelque chose qui me stimule de vivre ma réalité. Donc, je me construis différentes activités. Donc, sur Internet, je vais sur YouTube, puis je me construis des programmes d'entraînement physique en lien avec des exercices que je vois dans des vidéos. Donc, il y en a plein. Je me fais des programmes d'entraînement à la carte où je sélectionne des activités physiques. On peut se construire des recettes aussi de cuisine. On peut se construire aussi des autodêtes intérieures. Et là, on tombe dans une dimension subjective qui est intéressante, dans le sens que avec l'auto-hypnose, eh bien, on peut induire des états internes, au même titre que les médias peuvent nous hypnotiser en répétant à répétition
certaines nouvelles, pour ancrer certaines idées dans notre tête, puis induire des états d'être, au même titre qu'on peut être hypnotisé par le visionnement d'un film. Donc, si c'est une comédie, ça peut nous amener à rire, à vivre un état d'être qui est joyeux, alors que si c'est un film d'un drame déchirant par rapport à la mort d'un enfant ou son kidnapping, bon, ben ça peut induire un état de tristesse. Donc, l'environnement peut induire des choses en nous, puis nous autres aussi, on a le pouvoir d'induire des choses à l'intérieur de nous. On peut construire des états d'être. Et l'état d'être que je veux construire ici maintenant, c'est le bonheur. Donc, on peut utiliser la parole avec l'affirmation pour générer certaines choses. Et André Moreau parlait de bénédiction. Il y en a d'autres qui vont parler de suggestion auto-hypnotique. Et c'est sûr qu'en s'appuyant sur le principe que la réalité est une construction, puis on peut agir sur la réalité, on peut agir sur notre corps biologique par la pensée, comme je le mentionnais tantôt. Quelqu'un qui vit du stress à cause d'une pensée, ça l'amène à sécréter. Et on peut cultiver des états d'être. Et c'est cette culture qui m'intéresse. Et à mon avis, c'est cette culture qui est propice à la santé, puis dans une certaine mesure aussi la longévité, dans le sens que quelqu'un qui, dans le fond, a du plaisir de vie puis cultive des états de même, j'ai l'impression que la personne va vivre d'une manière plus âgée que si elle se sent constamment déprimée puis qu'elle évalue que la réalité sur le plan physique, c'est de la merde. Donc, pour moi, la réalité sur le plan physique n'est pas de la merde. La réalité, dans le fond, sur le plan physique, c'est ce que j'en fais. D'ailleurs, en lien avec ça, il y avait un adage qui disait je ne suis pas une victime, je ne suis pas le bourreau, mais je suis le décideur du sens. Donc, ça va dans le sens ici de la logothérapie qui a été développée par Viktor Frankl, qui a été un prisonnier lors de la Deuxième Guerre mondiale en camp de concentration. Puis il expliquait que ce qui permettait à certaines personnes de passer à travers une réalité très difficile, donc à être gardé en camp de détention, c'était que la manière que la personne donnait du sens à la réalité. Donc, comment que la personne construisait la réalité, qui faisait en sorte qu'elle était capable de tenir ou pas. Parce que des gens qui sombraient dans la déchéance, dans la dépression, puis c'est sûr qu'on, comme dans les résidences de personnes âgées, il y a des gens qui perdent leur conjoint, puis par la suite, ils ont plus le goût de manger, ils sont en état de dépression. Pour eux autres, il n'y a pas nécessairement de raison de continuer à vivre. Puis des fois, ce qui arrive, c'est que, par exemple, un conjoint meurt, puis quelques mois ou années après, la conjointe décède aussi. Donc, quand c'est des partenaires, pourquoi? Ben, parce que si la personne elle vit en relation avec son conjoint, puis ce qui donne un sens à sa vie, c'est d'exister avec son conjoint, puis son conjoint est décédé, puis la personne n'est pas capable de se reconstruire par la suite ou de rencontrer un nouveau conjoint, ben, à ce moment-là, la personne, dans certains cas, elle peut vivre une forme d'apathie morale où elle n'a plus de sens dans la vie. Donc, ça peut aller jusque-là. Et en partant du principe que donc que la conscience constitue la réalité, ça c'est au niveau constructiviste, et c'est sûr que si je le mets en relation que la physique quantique, le simple fait de penser à quelque chose nous permet d'agir dessus, bon ben à ce moment-là, je vais me construire en faisant des affirmations à l'effet que je me donne à vivre la santé et agir en conséquence. Donc être capable de se reprogrammer. Je me donne à vivre un état de bien-être. Je me donne la capacité à percevoir les opportunités de me rendre heureux dans ma vie. Je me donne à vivre un bonheur grandissant. Je me donne à vivre l'intelligence. Je me donne à vivre un état d'être qui est propice à mon accomplissement personnel, à la créativité qui peut se manifester en moi. Je me donne à vivre une vie agréable. Je me permets de rencontrer les gens qui sont propices à mon épanouissement. Je bénis ma capacité, je l'investis
de conscience, à être en harmonie avec moi-même, à percevoir la réalité avec clarté, précision. Je me donne à vivre un sommeil réparateur. Je me donne à vivre un état de joie grandissant au fil du temps. Je me donne à vivre une puissance et une force de mon système immunitaire. Je me donne à vivre un état de joie propice à la force de mon système immunitaire et à ma santé globale, que ce soit sur le plan physique, que ce soit également là, sur le plan émotionnel, intellectuel et également spirituel. Donc, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.